peuvent afficher le sourire. Les principaux axes de communication de ces localités ont été réhabilités, de quoi faciliter la mobilité des habitants de ces zones. La révision des listes électorales se poursuit à moins d'1 mois des législatives et c'est conforme au code électoral. Nous ferons ce soir un focus sur des commissions qui fonctionnent normalement mais qui ne sont pas bien connues des électeurs. Et puis nous irons à la découverte de Tentoubab dans le département de Mbour. C'est d'abord un village mais surtout un puits construit par les colons au début des années 1900. Nous vous parlerons des secrets de Tentoubab. 16,4 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a été mobilisé pour la rénovation de la route Fatick-Kaolack construite selon les normes internationales. Elle fait déjà le bonheur des populations. C'est en tout cas le constat fait par l'une de nos équipes. Reportage Pape Bounatiao. Un trafic fluide, des usagers qui se régalent. Voici le nouveau visage de la route Fatick-Kaolack sur la RN1. Sur un linéaire de 41 km, elle a été entièrement refaite selon les standards internationaux. Les travaux ont nécessité un financement de 16,4 milliards de francs CFA. C'est une route qui a été faite aux normes de la CEDEAO avec une largeur de plateforme de 10 mètres 20, une couche de base de 20 cm, une couche de fondation de 20 cm. Donc la couche de base est aussi améliorée au ciment, une couche de gras bitume de 10 cm et une couche de BB de 7 mètres 20. Avec des accotements de 1,50 m de part et d'autre, revêtus en enduit superficiel en rase campagne et en béton bitumineux dans les agglomérations. La route Fatick-Kaolack relie les deux capitales régionales que sont celle du Sine et celle du Saloum. Elle porte également des enjeux internationaux, d'où son importance stratégique. La route constitue un maillon important de 3 corridors, c'est-à-dire le corridor Dakar-Bamako, Dakar-Conakry et Dakar-Bissau. Pour les usagers, fini les nids de poules et autres tracasseries qui avaient transformé le tronçon en un véritable calvaire. Désormais, c'est une promenade de santé. Tout le monde l'a constaté, on voit bien qu'il y a une nette amélioration par rapport à ce qui s'est. Évidemment, les travaux ont assez duré. Ça, c'est peut-être dû à la qualité. C'est la qualité de la route là qui demandait ça. Mais maintenant, vraiment, tout le monde est content. Ce qu'on peut dire, c'est de demander aux usagers de faire beaucoup attention. Nous rendons grâce à Dieu et disons grand merci au président Macky Sall parce que c'est lui qui a construit cette route. C'était vraiment pénible avant. C'est vrai que plusieurs véhicules tombaient en panne sur cette route, mais maintenant c'est terminé. La forte fréquentation des poids lourds a été aussi prise en compte dans la construction. La durée de vie de la route est estimée à une 20aine d'années. Vu le nombre de poids lourds qui passent ici, parce qu'on a vu qu'avec le comptage, on a plus de 1200 poids lourds par jour qui passent par jour. Donc il fallait quand même une route assez solide pour pouvoir durer dans le temps. Donc c'est pourquoi on a opté pour une structure assez lourde avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, 20 cm de couche de fondation en bonne latérite, 20 cm de couche de base en latérite améliorée au ciment, 10 cm de couche de gras bitume 0,14 et 5 cm de béton bitumineux pour une largeur de 7 mètres 20. Ainsi donc, la route Fatick-Kaolack s'étale tel un tapis de bonheur infini pour les usagers. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il faut rouler avec prudence. Il faut rouler avec prudence, Pabouna. Et justement, quel impact peut avoir cette route Fatick-Kaolack pour les populations? Une autre de nos équipes s'est rendue dans quelques villages situés le long de ce tronçon. Premier constat, l'infrastructure a considérablement amélioré le quotidien des populations, mais elle réclame des ralentisseurs à l'entrée de chaque agglomération pour limiter le nombre d'accidents. René Léon Fonseca. C'est au milieu de ces petites chaumières traditionnelles qui sommeillent à l'ombre de ces majestueux fromagers que se fait la vie à Mélogui-Doualof. Un village situé le long de la toute nouvelle route Fatick-Kaolack fraîchement réhabilitée. Ce jour-là, sous la fine pluie, Lamine et ses amis s'adonnent à quelques travaux champêtres, loin de la poussière habituelle soulevée par les voitures, passant sur cette ancienne route de déviation. Avant, la route de déviation nous créait énormément de difficultés. On était tous malades et c'était très difficile pour nos mamans de laver le linge avec la poussière que soulevaient les voitures. Les femmes du village aussi ont souffert de ces pistes en latérite.
Aujourd'hui, elles peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations. Pour elles, cette nouvelle route est plus qu'un don du ciel. Nos enfants étaient tous malades, de même que nos bêtes. Tout ça à cause de la poussière. Il était très difficile de respirer. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, tous ces problèmes relèvent du passé. On vit bien désormais. À quelques kilomètres de là, Kër Alpha, une bourgade d'une centaine d'habitants. Ici, ceux qui profitent bien de cette nouvelle route, ce sont elles, ces vendeuses de fruits. Seynabou Faye en est une. Avant la réhabilitation de ce tronçon, elle avait du mal à écouler ses produits. De 0 francs, son chiffre d'affaires passe désormais à 10 000, voire 15 000 francs CFA par jour. Avant, presque toutes les voitures passaient par la route de Nioro. À l'époque, on avait du mal à écouler les fruits et ils finissaient à la poubelle. Aujourd'hui, avec cette nouvelle route, nous commençons à sortir la tête de l'eau. À l'image de Kër Alpha et Belogui Wolof, la nouvelle route Fatick-Kaolack a complètement changé les habitudes des populations vivant le long du tronçon. Si vraiment les voitures passent par ici, c'est facile vraiment de se déplacer. C'est un gros avantage pour l'ensemble des populations. Vraiment, je réitère, on remercie davantage le président de la République pour la réhabilitation de cette route-là. Pour les Fatickois, plus question de rallier Kaolack en 1 heure de temps. Plus question également d'éviter les multiples nids de poules. Désormais, seules 20 minutes suffisent pour faire le trajet. Moi qui vous parle en tant que maire de Fatick, j'ai eu à évacuer ma femme dans ma voiture personnelle pour l'amener à Kaolack pour une opération. Si je n'avais pas peut-être un véhicule en bon état à pouvoir le faire, peut-être aujourd'hui elle ne serait pas en vie. Le président de la République qui connaît les souffrances des Sénégalais et qui s'est battu pour être président de la République est en train de prendre efficacement en charge ces questions-là pour soulager les populations. Le seul bémol reste les nombreux cas d'accidents notés le long de cette bretelle. La cause principale, la vitesse excessive à laquelle roulent les automobilistes. Aujourd'hui, les populations ne réclament qu'une seule chose, des ralentisseurs à l'entrée de chaque agglomération. Fin de calvaire donc pour les habitués de l'axe Fatick-Kaolack réhabilité à hauteur de 16,4 milliards. Kër Waly Ndiaye, Passy, Sokone, c'est aussi 25 km de route réhabilitée pour un coût de 11 milliards francs CFA. Il y a quelques mois, quitter Kaolack pour Sokone était difficile. Il fallait passer 2 heures sur le tronçon. Aujourd'hui, il faut à peine 30 minutes pour relier ces 2 localités du Saloum. L'infrastructure routière soulage des milliers d'utilisateurs. Thierno Amadouci. Il y a quelques mois, quitter Kaolack pour Sokone à partir de Kër Waly Ndiaye, c'était le calvaire total. De Kër Waly Ndiaye à Sokone en passant par Passy, 25 km pour plus de 2 tours d'horloge, avec à la clé 2 véhicules défectueux. Avant, à chaque fois que tu passes, tu retournes, tu vas chez le mécanicien. Entre Kër Waly, Ndiafat même, jusqu'à Kara, on faisait vraiment des heures de souffrance. 10 ans de galère, la page s'est tournée en 19 mois de travaux pour 11 milliards d'investissements. Nous avons réalisé des travaux de réhabilitation, des travaux très lourds. Donc, ces travaux ont coûté à peu près 11 milliards. On a adopté une couche de liaison en grave bitume, donc qui permet de renforcer la structure. Actuellement, vraiment, c'est une structure très solide que nous avons réalisée et nous espérons que la route va durer en tout cas plus de 20 ans. Désormais, en 30 minutes, de Kaolack, on peut rejoindre Sokone. Cette route est une aubaine pour les nombreux usagers. Maintenant, cette nouvelle route que je fréquente le plus souvent pour aller voir mes amis au niveau de Kara, on fait moins de temps, on économise plus le carburant et les véhicules sont sauvés. Il n'y a pas de problème de casse ni absolument rien. Pour mieux cerner l'impact de ce tronçon réhabilité, il faut arriver à Sokone. Ici, la population apprécie
Pendant que la qualité de l'infrastructure et son importance restent le principal sujet de discussion des chauffeurs à la gare routière. Parmi eux, Baïkébé, 29 ans, sur l'axe Sokone-Kaolack depuis 6 ans. Pour lui, la route est faite pour les transporteurs et les synonymes de nouvel élan dans leur activité. Dans le passé, on pouvait passer plus de 2 heures de temps sur ce tronçon de 45 km. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nos difficultés sont dans le passé. À l'époque, il nous arrivait même d'hésiter à prendre des clients. Baye nous quitte avec optimisme. Il va rouler avec quiétude. Notre chauffeur est sûr de rejoindre Kaolack dans moins d'1 heure. Voilà pour cette page que nous avions consacrée à la réhabilitation des routes entre Kaolack, Fatick et Passy. Dans le reste de l'actualité, à moins d'1 mois des élections législatives, nous revenons ce soir sur la révision des listes électorales. Elle se poursuit conformément au code électoral. Des commissions fonctionnent régulièrement dans les communes et quartiers, mais elles sont quelquefois mal connues des populations. Maman Moussagna. Il est à rappeler que la révision des listes électorales s'effectue chaque année, et cela du 1er février au 31 juillet inclus. 6 mois durant lesquels le citoyen a la possibilité de se présenter devant une commission pour demander une inscription, une modification, un changement de statut ou de radiation. Tout cela sous réserve de révision exceptionnelle ou d'une décision autre instituée par décret. Des commissions compétentes sont mises en place 5 jours avant le début de la révision. Elles siègent toute la période. Article R30. Dans les communes, les commissions fonctionnent de 8h à 18h. Toutefois, leurs horaires peuvent être adaptés aux circonstances. Ce sont des commissions dont le président est choisi par l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet ou bien le sous-préfet, mais ce sont des commissions où la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, est membre de droit. Elle y désigne un contrôleur et au-delà de la Sénat, le maire est membre de droit, le maire s'y fait représenter. En sus de ces 3 personnalités, il y a que chaque parti politique légalement constitué est membre de droit de ces commissions administratives de révision des listes électorales. Dans les commissions administratives, un registre est tenu à la disposition de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, des électeurs et des partis politiques. Autre précision, jusqu'au 10 juillet, les demandes d'inscription, de modification, de changement de statut et de radiation sont reçues par la Commission. Article R32. Le changement de statut concerne l'électeur devenu militaire ou paramilitaire ou vice-versa. L'électeur doit produire un certificat de résidence, une facture d'eau, d'électricité ou de téléphone, ou un quitus fiscal pour prouver son rattachement à la collectivité locale. Les prérogatives des commissions ne s'arrêtent pas là. Une commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes. 1. Qu'elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la commune. 2. Qui auront acquis les conditions d'âge et de résidence avant la clôture définitive de la liste électorale. 3. Qu'elle reconnaît avoir été indûment omise. Il s'y ajoute que la commission administrative peut retrancher de la liste électorale les électeurs. 1. Décédés. 2. Dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente. 3. Qu'elle reconnaît avoir indûment inscrit, bien que leur inscription n'ait été attaquée. À la fin des opérations de révision des listes électorales sous la supervision et le contrôle de la Sénat, le président remet à l'autorité administrative les carnets pour chaque catégorie d'opération avec les indications de même que les carnets non remplis. Le registre est ensuite signé par tous les membres de la commission avec, s'il y en a, les observations de ses membres.
La révision des listes électorales qui se poursuit dans certains quartiers. Je rappelle donc que l'élection est prévue le 30 de ce mois. C'est une issue heureuse, la formule qui consiste à permettre à l'électeur de prendre 5 bulletins sur les 47. L'analyse de Mamadou Adidem, docteur en sciences politiques pour l'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le consensus trouvé passe devant la loi dans le contexte actuel. Mamadou Adidem était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Nying. Peut arriver dans un contexte où le consensus peut être beaucoup plus fort que la loi en réalité. Actuellement, le consensus est beaucoup plus important que la loi ou les dispositions donc, du protocole additionnel de la CEDEAO. Parce que si on n'arrivait pas à ce consensus-là, on était parti pour avoir des élections qui étaient très mal organisées. Je ne suis pas en train de faire une propagande de du consensus trouvé, mais moi-même j'étais dans cette logique-là parce qu'en réalité, la loi stipulait que l'électeur doit prendre tous les bulletins de vote. C'était dans l'optique donc, de garantir le secret du vote. Absolument. Mais parfois c'est une question de terminologie. Si la loi s'était arrêtée à dire que l'électeur doit prendre plusieurs bulletins de vote, aujourd'hui, la question aurait été réglée depuis longtemps. Parce que peut-être qu'au moment où cette loi a été créée, les législateurs ne se lançaient pas dans l'optique d'avoir 47 listes. On était dans un contexte où quand même les partis politiques étaient encore rationalisés. On avait des scrutins où le nombre quand même était limité. Donc il faudrait prendre la chose dans son contexte. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il faudrait revoir à fond donc, le système partisan sénégalais. Sur le front de la lutte contre le paludisme, la commune de Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, vient d'abriter le lancement de la campagne 2017 d'aspersion intradomiciliaire. L'originalité de cette stratégie, c'est qu'elle est à forte dimension communautaire. Les districts sanitaires de Malem et de Koungheul vont, pour le compte de la région de Kaffrine, mettre en œuvre cette campagne. Oumar Diaw. Les premières pluies ont abreuvé les terres du Saloum perlées de flaques d'eau. Elles reflètent la réalité du démarrage d'une saison pluvieuse prometteuse, mais aussi avec des risques sanitaires de paludisme en particulier. Sauf que depuis l'année dernière, Malem Hodar a ajouté une nouvelle flèche à son carquois, l'aspersion intradomiciliaire. Le choix de ce département cette année a été la conséquence logique des résultats probants obtenus par le département de Malem Hodar lors de l'AID 2016. Au Sénégal, l'aspersion intradomiciliaire est venue enrichir les stratégies de riposte contre le paludisme dès 2007. Après une phase test l'année dernière dans quelques structures de santé de la zone, l'AID va être étendue avec une particularité. C'est que cette année, au niveau du district sanitaire de Malem Hodar, nous allons développer ce qu'on appelle l'aspersion intradomiciliaire communautaire. La région de Kaffrine a eu 2 districts qui sont en train de mettre l'aspersion intradomiciliaire. Ce sont les districts sanitaires de Koungheul et de Malem Hodar. L'aspect communautaire est important pour le programme national de lutte contre le paludisme. Il s'agit d'optimiser les ressources et d'impliquer les populations, d'autant que les moyens ne suffisent pas encore à une action d'envergure nationale. 4 districts seulement au niveau du Sénégal mènent les AID. Ce n'est pas parce que c'est là-bas seulement où c'est nécessaire, mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens pour les mener ailleurs. Si l'expérience de Malem réussit avec la participation de la communauté, avec un coût moindre, nous pensons que nous pourrons étendre cette intervention. Dans leur tenue reconnaissable, les applicateurs droits dans leurs bottes sont prêts à intervenir dans les concessions familiales. Il y a des applicateurs qui sont recrutés au niveau local. Ce sont des populations qui habitent dans la zone de Malem Hodar qui sont recrutées et qui ont subi une formation pour faire l'aspersion intradomiciliaire. Des relais communautaires ont travaillé en amont sur les aspects de sensibilisation. D'ailleurs, les autorités municipales et administratives ont exhorté les populations à accorder le meilleur accueil aux équipes d'intervention. Par ici, les personnels de santé parlent d'un recul du paludisme d'au moins 60% sur une année. Une bonne dynamique à consolider. 12 000 jeunes des régions nord-est et sud du Sénégal vont bientôt bénéficier d'une formation et avoir des opportunités d'emploi. C'est l'ambition du projet Développer l'emploi au Sénégal Tekifi à travers l'accès équitable à une formation professionnelle. Et 26 milliards vont être injectés pour la construction de centres de formation dans les régions de Sédhiou et de Tambacounda. Moussa Mané. Chaque jour, des milliers de jeunes Africains sont tentés par l'immigration par tous les moyens. Mais beaucoup n'atteignent malheureusement pas les côtes européennes.
Selon des statistiques, 5000 d'entre eux sont morts en mer Méditerranée en 2016. Pour endiguer le phénomène, l'Union européenne apporte son concours à travers le Fonds d'urgence pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de l'immigration clandestine. Ceci en finançant le projet Développer l'emploi au Sénégal. Le projet Développer l'emploi au Sénégal a pour objectif d'accompagner la jeunesse issue de différentes régions du Sénégal, donc les régions du nord du Sénégal oriental et de la Casamance, pour mettre en place des dispositifs de formation professionnelle, des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises et au développement des entreprises pour développer les opportunités d'insertion professionnel et d'emploi. Appelé en Wolof Tekifi, le projet va durer 4 ans. Il ambitionne de développer l'emploi au Sénégal. Déjà 3 centres de formation aux métiers spécifiques seront construits. Un centre à Bunkiling, le directeur de l'ONFP l'a dit tout à l'heure, au métier de la foresterie. Il y a aussi un centre qui sera basé à Sédhiou, orienté vers les métiers de l'industrie, la plomberie, l'électricité, les énergies renouvelables, l'informatique, et un centre à Goudiri dans la région donc de Tambacounda. Nous allons former des formateurs à la maîtrise de la méthodologie APC, puisque cette méthodologie est identifiée comme étant efficace pour articuler les acquisitions des jeunes en formation par rapport à la demande du marché du travail. Financé à hauteur de 26 milliards, le projet cible 12 000 jeunes potentiels candidats à l'immigration pour les offrir des opportunités de formation et d'emploi crédibles capables de changer positivement leur avenir. C'est une opportunité qui nous est offerte aujourd'hui par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne pour accompagner le ministère en charge de la formation professionnelle ici au Sénégal pour développer un petit peu et appuyer à travers toute notre expertise le secteur en Casamance et dans le Sénégal oriental. C'est des projets que nous développons avec les centres de formation qui permettent à ces centres, au-delà de leur mission classique et en fonction des opportunités économiques de leur zone, d'enrôler des jeunes, de leur donner de la qualification et pour permettre à ces jeunes de s'insérer. Le projet ACFOP met en synergie au-delà des bailleurs plusieurs acteurs comme l'ONFP, 3FPT, ONG GRET, ADG, le germe de Gaston Berger. Il s'agit en effet de montrer qu'il est possible de construire son avenir dans ces régions où les candidats à l'immigration sont nombreux. L'objectif est d'arriver à montrer que les métiers identifiés par le projet sont des métiers d'avenir, des alternatives à l'immigration clandestine. L'actualité internationale nous mène au Mali. La France va apporter une aide financière et logistique au G5 Sahel. La force conjointe qui sera créée devra convaincre pour espérer obtenir davantage de financement. Affirmation du président français Emmanuel Macron, invité d'honneur du sommet du G5 Sahel qui s'est tenu ce dimanche à Bamako. Céline Alfal. La constitution d'une force conjointe a été actée ce dimanche lors du sommet qui a réuni les dirigeants des pays du G5 Sahel. Le président français a été l'invité d'honneur de cette rencontre. Emmanuel Macron a promis une aide financière et logistique au G5 Sahel. Une aide matérielle importante avec 70 véhicules tactiques, du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes, un peu plus de 8 millions d'euros que nous consacrons d'ici la fin 2017. La question financière est au cœur des préoccupations. Le ministre malien des Affaires étrangères a évoqué un budget de 450 millions de dollars. L'Union européenne a promis 50 millions d'euros en attendant la tenue de la conférence des donateurs prévue dans les prochains mois. Le Tchad, un des pays membres, avait menacé de se retirer du projet pour des contraintes budgétaires. Quoi qu'il en soit, les dirigeants du G5 Sahel devront convaincre de l'efficacité de leur alliance pour obtenir un soutien durable. Les décisions de financement de l'Union européenne, des membres du G5 Sahel et notre soutien a été acté. Je souhaite que ce soit aussi une question de semaines en termes opérationnels parce que nous avons, pour être crédibles collectivement, besoin de résultats rapides. La force G5 Sahel devra, entre autres, combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Elle doit démarrer avec 5 000 hommes fournis par les 5 pays membres. Cette force devra s'ajouter à l'opération Barkhane et à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Elle sera déployée en premier temps aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger.
En sport, chez nous, unique candidat à sa propre succession, Mamadou Diagne Ndiaye a été réélu à la tête du CNOS, le Comité national olympique et sportif sénégalais, pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est un nouveau défi pour celui qui dirige cette interface entre l'État et les fédérations sportives depuis 2006. Et face à la presse, il est revenu sur la ligne de conduite de son équipe, transparence et bonne gouvernance. Louis-Philippe Sagna. C'est la suite logique de l'Assemblée générale élective tenue dans la matinée. Pour le nouveau bureau, la ligne de conduite demeure la même, transparence et bonne gouvernance. Nous avons tenu aujourd'hui des assises où nous avons dans l'ordre du jour le rapport moral, les messages du ministère, les réaménagements des textes et puis l'examen et adoption du procès verbal, l'examen et adoption du rapport d'activité et puis du rapport financier. Tout ça s'est passé très bien. À toutes les questions posées, des réponses appropriées ont été données. Le président réélu pour un 3e mandat de 4 ans est revenu sur les priorités. Il faut qu'on garde les mêmes priorités, c'est-à-dire mettre l'athlète au cœur de notre action. Pour la préparation des derniers JO au Brésil, nous avions eu une séance de travail de préparation dans les services du Premier ministre, qu'il a présidé lui-même, et qui nous avait invités à nous approcher de ces équipes une fois que nous rentrons dans la ligne droite des prépas des prochains Jeux olympiques. C'est Tokyo, hein. Et on ne peut pas être moins que ce qui s'est passé en termes d'appui financier ou d'encadrement, de mesures d'accompagnement. Les besoins sont divers et multiples. Grâce à l'accompagnement de l'État, les différents défis seront relevés, dit-on. Dans nos pays, c'est toujours des besoins financiers, de préparation aussi, et puis détecter, puisque l'élite vieillissante existe, ça c'est la loi de la nature. On ne peut pas demander à quelqu'un qui avait gagné des médailles à 40 ans, pour ne pas parler de Diaba, de revenir faire les prochains Jeux à Tokyo. Il a tout le mérite qu'il a eu en nous ramenant une médaille, mais je pense qu'il faut, et ça fait partie des projets du ministère, de la Fédération d'athlétisme, de détecter des jeunes talents. Le Comité national olympique et sportif sénégalais s'est également penché sur ces perspectives. Bientôt des cours de tennis en terre battue financés par la Fédération française. Une académie des sports est en gestation avec la Banque mondiale. L'interface entre l'État et les fédérations sportives compte sur son credo, la confiance et le calme pour y arriver, tout en ayant un regard précieux sur les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Parlons de cette randonnée pédestre organisée dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de Guédiawaye. Plus de 1500 personnes sont venues marcher et répondre ainsi favorablement à l'appel de Daroukhan Randonnée Club. Cette manifestation a vu la participation des autorités communales à Amélie Diop. Les marcheurs ont pris départ à la plage de Daroukhan à Guédiawaye pour longer, après quelques minutes de randonnée, l'axe 3 de la VDN. Plus de 1000 personnes, jeunes, femmes et personnes âgées, tous motivés à boucler le circuit. Cette randonnée entre dans le cadre de la célébration des 50 ans de Guédiawaye, une initiative de Daroukhan Randonnée Club. À l'époque, il n'y avait rien, des bandes de filao, des dunes. Aujourd'hui, l'évolution a fait qu'on a pu avoir une population qui avoisine autour de 800 000 personnes. Ce n'était pas évident au début. Lorsque les pionniers, les pères fondateurs ont débarqué ici avec l'appui de l'armée sénégalaise, ce n'était pas évident. Ils ont réussi, à force de persévérance, de courage et d'abnégation, à bâtir un destin, ce qui nous a permis d'être aujourd'hui là. Bâtir une cité comme Guédiawaye n'a pas été chose aisée. Et aujourd'hui, 50 ans après, la commune a changé de visage et dispose d'infrastructures qui l'ont rapproché du centre-ville. Le défi actuellement en faire un pôle d'activité économique, les autorités municipales se sont engagées. Et nous avons vu que Guédiawaye est en train de se transformer, Guédiawaye est en train de se développer avec la contribution de l'ensemble de ses fils. Et nous sommes conscients qu'en maintenant le rythme, la cadence, Guédiawaye ira de l'avant. Bien sûr, nous avons d'autres préoccupations par rapport à la préservation de notre environnement, à l'amélioration du cadre de vie. Tout ceci, nous veillons, c'est-à-dire nous faisons le développement avec un environnement adéquat.
pour les populations de Guédiawaye. Ces marcheurs qui ont bravé le chaud soleil montrent leur adhésion aux actions de la commune. Prochaine étape, toujours dans le cadre de la célébration du cinquantenaire, un panel sur l'impact de l'acte 3 de la VDN sur l'activité sportive dans la commune. La rubrique découverte nous mène ce dimanche à Tentoubab, en Puy, mais aussi au village. Tentoubab est une localité située dans le département de Mbour. Elle doit son nom à un puits creusé au début des années 1900 par les colons. Et pourtant, le village existait bien avant le puits. À la découverte des secrets de Tentoubab avec Koumba Diakhatemar. À partir de Nguéror, sur la route de Mbour, c'est le chemin de terre qu'il faut emprunter pour aller à Tentoubab, dans la communauté rurale de Sindia. Après 7 km de piste, nous voilà à cette localité, autrefois appelée Ndender. Ndender, ça veut dire le milieu. Ndender, c'était le centre ici. Il y avait Ndender, Babel et Tangis, qui fait le nom de Piombolok. Mais à un certain moment, on avait eu un problème d'eau. Cette pénurie d'eau qui a frappé le village a poussé les colons à creuser ce puits. C'était en 1904. Depuis cela, celui qui vient ici et il demande pourquoi, qui a creusé ce puits, on dit les Toubab. C'est ça qui a amené le nom Tentoubab, Tentoubab. 12 mètres de profondeur, de l'eau toujours en abondance. Après 113 ans d'existence, Tentoubab, puis plus que centenaire, a été construit avec des fûts. Nous avons été transportés de Mbadan à Tentoubab. Les vieux quittaient Tentoubab pour aller récupérer le matériel pour amener ça au site même. En ce moment, il n'y avait pas de ciment, il n'y avait rien. Donc, à l'origine, c'était des fûts, des barigots. Donc, ils poussaient les barigots de Mbadan au site. Que d'anecdotes autour de l'histoire de Tentoubab, anecdotes qui ne sont pas tombées dans le puits. On a dit, pour que ce puits, l'eau ne finisse jamais, il faut qu'il y ait une jeune femme qui n'a jamais eu de problème avec son mari, qui n'a jamais quitté le domicile conjugal. C'est elle qui doit puiser de l'eau en premier lieu. Et quand elle a puisé de l'eau, elle a goûté l'eau et l'eau était un peu salée. L'origine du nom de ce puits, c'était Ndjeman. Ten Ndjeman. Ndjeman. C'est parce que l'eau est un peu salée. Plus qu'un simple point d'accès à l'eau, Tentoubab est un monument, raison pour laquelle les jeunes du village se sont mobilisés pour qu'il ne soit pas un puits perdu. Pour ne pas oublier le nom du village et l'origine du village, ces jeunes-là ont pris l'initiative de carreler ce puits pour que ce puits soit un monument du village. Parce que si jamais on a enterré ce puits et on ne trouve plus ce puits, le nom va disparaître. Tentoubab, un terroir où se réveillent plus de 3000 âmes composées de Sérères et de Wolof, ce puits constitue leur repère et un élément important de leur histoire. Fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information tout à l'heure aux environs de 23h avec Abasso. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. On fait moins de temps, on économise plus le carburant et les véhicules sont sauvés. Il n'y a pas de problème de casse ni absolument rien. Pour mieux cerner l'impact de ce tronçon réhabilité, il faut arriver à Sokone. Ici, la population apprécie, pendant que la qualité de l'infrastructure et son importance restent le principal sujet de discussion des chauffeurs à la gare routière. Parmi eux, Baïkebe, 29 ans, sur l'axe Sokone-Kaolack depuis 6 ans. Pour lui, la route est faite pour les transporteurs et les synonymes de nouvel élan dans leur activité. Dans le passé, on pouvait passer plus de 2 heures de temps sur ce tronçon de 45 km. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nos difficultés sont dans le passé.
À l'époque, il nous arrivait même d'hésiter à prendre des clients. Baye nous quitte avec optimisme. Il va rouler avec quiétude. Notre chauffeur est sûr de rejoindre Kaolack dans moins d'une heure. Voilà pour cette page que nous avions consacrée à la réhabilitation des routes entre Kaolack, Fatick et Passy. Dans le reste de l'actualité, à moins d'un mois des élections législatives, nous revenons ce soir sur la révision des listes électorales. Elle se poursuit conformément au code électoral. Des commissions fonctionnent régulièrement dans les communes et quartiers, mais elles sont quelquefois mal connues des populations. Maman Moussagnan. Il est à rappeler que la révision des listes électorales s'effectue chaque année, et cela du 1er février au 31 juillet inclus. 6 mois durant lesquels le citoyen a la possibilité de se présenter devant une commission pour demander une inscription, une modification, un changement de statut ou de radiation. Tout cela sous réserve de révision exceptionnelle ou d'une décision autre instituée par décret. Des commissions compétentes sont mises en place 5 jours avant le début de la révision. Elles siègent toute la période. Article R30. Dans les communes, les commissions fonctionnent de 8h à 18h. Toutefois, leurs horaires peuvent être adaptés aux circonstances. Ce sont des commissions dont le président est choisi par l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet ou bien le sous-préfet, mais ce sont des commissions où la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, est membre de droit. Elle y désigne un contrôleur et au-delà de la Sénat, le maire est membre de droit, le maire s'y fait représenter. En sus de ces 3 personnalités, il y a que chaque parti politique légalement constitué est membre de droit de ces commissions administratives de révision des listes électorales. Dans les commissions administratives, un registre est tenu à la disposition de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, des électeurs et des partis politiques. Autre précision, jusqu'au 10 juillet, les demandes d'inscription, de modification, de changement de statut et de radiation sont reçues par la Commission. Article R32. Le changement de statut concerne l'électeur devenu militaire ou paramilitaire ou vice-versa. L'électeur doit produire un certificat de résidence, une facture d'eau, d'électricité ou de téléphone, ou un quitus fiscal pour prouver son rattachement à la collectivité locale. Les prérogatives des commissions ne s'arrêtent pas là. Une commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes 1. Qu'elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la commune. 2. Qui auront acquis les conditions d'âge et de résidence avant la clôture définitive de la liste électorale. 3. Qu'elle reconnaît avoir été indûment omise. Il s'y ajoute que la commission administrative peut retrancher de la liste électorale les électeurs 1. Décédés. 2. Dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente. 3. Qu'elle reconnaît avoir indûment inscrit, bien que leur inscription n'ait été attaquée. À la fin des opérations de révision des listes électorales sous la supervision et le contrôle de la Sénat, le président remet à l'autorité administrative les carnets pour chaque catégorie d'opération avec les indications de même que les carnets non remplis. Le registre est ensuite signé par tous les membres de la commission avec, s'il y en a, les observations de ses membres. La révision des listes électorales qui se poursuit dans certains quartiers. Je rappelle donc que l'élection est prévue le 30 de ce mois. C'est une issue heureuse, la formule qui consiste à permettre à l'électeur de prendre 5 bulletins sur les 47. L'analyse de Mamadou Adidem, docteur en sciences politiques pour l'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le consensus trouvé passe devant la loi dans le contexte actuel. Mamadou Adidem était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Nying. Peut arriver dans un contexte où le consensus peut être beaucoup plus fort que la loi en réalité. Oui, actuellement, le consensus est beaucoup plus important que la loi ou les dispositions donc, du protocole additionnel de la CEDEAO. Oui. Parce que si on n'arrivait pas à ce consensus-là, on était parti pour avoir des élections qui étaient très mal organisées. Je ne suis pas en train de faire une propagande de la... du consensus trouvé, mais moi-même j'étais dans cette logique-là parce qu'en réalité, la loi stipulait que l'électeur doit prendre tous les bulletins de vote. C'était dans l'optique
donc de garantir le secret du vote. Absolument. Mais parfois c'est une question de terminologie. Si la loi s'était arrêtée à dire que l'électeur doit prendre plusieurs bulletins de vote, aujourd'hui, la question aurait été réglée depuis longtemps. Oui. Parce que peut-être que... a duré dans le temps. Donc c'est pourquoi on a opté pour une structure assez lourde avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, 20 cm de couche de fondation en bonne latérite, 20 cm de couche de base en latérite améliorée au ciment, 10 cm de couche de gras bitume 0,14 et 5 cm de béton bitumineux pour une largeur de 7,20 m. Ainsi donc, la route Fatick-Kaolack s'étale tel un tapis de bonheur infini pour les usagers. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il faut rouler avec prudence. Il faut rouler avec prudence, Pabouna. Et justement, quel impact peut avoir cette route Fatick-Kaolack pour les populations? Une autre de nos équipes s'est rendue dans quelques villages situés le long de ce tronçon. Premier constat, l'infrastructure a considérablement amélioré le quotidien des populations, mais elle réclame des ralentisseurs à l'entrée de chaque agglomération pour limiter le nombre d'accidents. René Léon Fonseca. C'est au milieu de ces petites chaumières traditionnelles qui sommeillent à l'ombre de ces majestueux fromagers que se fait la vie à Mélogui-Doualof. Un village situé le long de la toute nouvelle route Fatick-Kaolack fraîchement réhabilitée. Ce jour-là, sous la fine pluie, Lamine et ses amis s'adonnent à quelques travaux champêtres, loin de la poussière habituelle soulevée par les voitures, passant sur cette ancienne route de déviation. Avant, la route de déviation nous créait énormément de difficultés. On était tous malades et c'était très difficile pour nos mamans de laver le linge avec la poussière que soulevaient les voitures. Les femmes du village aussi ont souffert de cette piste en latérite. Aujourd'hui, elles peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations. Pour elles, cette nouvelle route est plus qu'un don du ciel. Nos enfants étaient tous malades, de même que nos bêtes. Tout ça à cause de la poussière. Il était très difficile de respirer. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, tous ces problèmes relèvent du passé. On vit bien désormais. À quelques kilomètres de là, Kër Alpha, une bourgade d'une centaine d'habitants. Ici, ceux qui profitent bien de cette nouvelle route, ce sont elles, ces vendeuses de fruits. Seynabou Faye en est une. Avant la réhabilitation de ce tronçon, elle avait du mal à écouler ses produits. De 0 francs, son chiffre d'affaires passe désormais à 10 000, voire 15 000 francs CFA par jour. Avant, presque toutes les voitures passaient par la route de Nioro. À l'époque, on avait du mal à écouler les fruits et ils finissaient à la poubelle. Aujourd'hui, avec cette nouvelle route, nous commençons à sortir la tête de l'eau. À l'image de Kër Alpha et Mélogui-Doualof, la nouvelle route Fatick-Kaolack a complètement changé les habitudes des populations vivant le long du tronçon. Si vraiment les voitures passent par ici, c'est facile vraiment de se déplacer. C'est un gros avantage pour l'ensemble des populations. Vraiment, je réitère, on remercie davantage le président de la République pour la réhabilitation de cette route-là. Pour les Fatickois, plus question de rallier Kaolack en 1 heure de temps. Plus question également d'éviter les multiples nids de poules. Désormais, seules 20 minutes suffisent pour faire le trajet. Moi qui vous parle en tant que maire de Fatick, j'ai eu à évacuer ma femme dans ma voiture personnelle pour l'amener à Kaolack pour une opération. Si je n'avais pas peut-être un véhicule en bon état pour pouvoir le faire, peut-être aujourd'hui elle ne serait pas en vie. Le président de la République qui connaît les souffrances des Sénégalais et qui s'est battu pour être président de la République est en train de prendre efficacement en charge ces questions-là pour soulager les populations. Le seul bémol reste les nombreux cas d'accidents notés le long de cette bretelle. La cause principale, la vitesse excessive à laquelle roulent les automobilistes. Aujourd'hui, les populations ne réclament qu'une seule chose, des ralentisseurs à l'entrée de chaque agglomération.
Fin de calvaire donc pour les habitués de l'axe Fatick-Kaolack réhabilité à hauteur de 16,4 milliards. Keur Waly Ndiaye, Passy, Sokone, c'est aussi 25 km de route réhabilitée pour un coût de 11 milliards francs CFA. Il y a quelques mois, quitter Kaolack pour Sokone était difficile. Il fallait passer 2 heures sur le tronçon. Aujourd'hui, il faut à peine 30 minutes pour relier ces deux localités du Saloum. L'infrastructure routière soulage des milliers d'utilisateurs. Thierno Amadouci. Il y a quelques mois, quitter Kaolack pour Sokone à partir de Keur Waly Ndiaye, c'était le calvaire total. De Keur Waly Ndiaye à Sokone en passant par Passy, 25 km pour plus de 2 tours d'horloge, avec à la clé 2 véhicules défectueux. Avant, à chaque fois que tu passes, tu retournes, tu vas chez le mécanicien. Entre Keur Waly, Ndiafat même, jusqu'à Kara, on faisait vraiment des heures de souffrance. 10 ans de galère, la page s'est tournée en 19 mois de travaux pour 11 milliards d'investissements. Nous avons réalisé des travaux de réhabilitation, des travaux très lourds. Donc, ces travaux ont coûté à peu près 11 milliards. On a adopté une couche de liaison en grave bitume, donc qui permet de renforcer la structure. Actuellement, vraiment, c'est une structure très solide que nous avons réalisée et nous espérons que la route va durer en tout cas plus de 20 ans. Désormais, en 30 minutes, de Kaolack, on peut rejoindre Sokone. Cette route est une aubaine pour les nombreux usagers. Maintenant, cette nouvelle route que je fréquente le plus souvent pour aller voir mes amis au niveau de... Ils peuvent afficher le sourire. Les principaux axes de communication de ces localités ont été réhabilités, de quoi faciliter la mobilité des habitants de ces zones. La révision des listes électorales se poursuit à moins d'1 mois des législatives et c'est conforme au code électoral. Nous ferons ce soir un focus sur des commissions qui fonctionnent normalement mais qui ne sont pas bien connues des électeurs. Et puis nous irons à la découverte de Tentubap dans le département de Mbour. C'est d'abord un village mais surtout un puits construit par les colons au début des années 1900. Nous vous parlerons des secrets de Tentubap. 16,4 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a été mobilisé pour la rénovation de la route Fatick-Kaolack construite selon les normes internationales. Elle fait déjà le bonheur des populations. C'est en tout cas le constat fait par l'une de nos équipes. Reportage Pape Bounatiao. Un trafic fluide, des usagers qui se régalent. Voici le nouveau visage de la route Fatick-Kaolack sur la RN1. Sur un linéaire de 41 km, elle a été entièrement refaite selon les standards internationaux. Les travaux ont nécessité un financement de 16,4 milliards de francs CFA. C'est une route qui a été faite aux normes de la CEDEAO, avec une largeur de plateforme de 10 mètres 20, une couche de base de 20 cm, une couche de fondation de 20 cm. Donc la couche de base est aussi améliorée au ciment, une couche de gras bitume de 10 cm et une couche de BB de 7 mètres 20. Avec des accotements de 1,50 m de part et d'autre, revêtus en enduit superficiel en rase campagne et en béton bitumineux dans les agglomérations. La route Fatick-Kaolack relie les deux capitales régionales que sont celle du Sine et celle du Saloum. Elle porte également des enjeux internationaux, d'où son importance stratégique. La route constitue un maillon important de 3 corridors, c'est-à-dire le corridor Dakar-Bamako, Dakar-Conakry et Dakar-Bissau. Pour les usagers, fini les nids de poules et autres tracasseries qui avaient transformé le tronçon en un véritable calvaire. Désormais, c'est une promenade de santé. Tout le monde l'a constaté, on voit bien qu'il y a une nette amélioration par rapport à ce qui s'est. Évidemment, les travaux ont assez duré. Ça, c'est peut-être dû à la qualité. C'est la qualité de la route là qui demandait ça. Mais maintenant, vraiment, tout le monde est content. Ce qu'on peut dire, c'est de demander aux usagers de faire beaucoup attention. Nous rendons grâce à Dieu et disons grand merci au président Macky Sall parce que c'est lui qui a construit cette route. C'était vraiment pénible avant. C'est vrai que plusieurs véhicules tombaient en panne sur cette route, mais maintenant c'est terminé.
La forte fréquentation des poids lourds a été aussi prise en compte dans la construction. La durée de vie de la route est estimée à une vingtaine d'années. Vu le nombre de poids lourds qui passent ici, parce qu'on a vu qu'avec le comptage, on a plus de 1200 poids lourds par jour qui passent par jour. Donc il fallait quand même une route assez solide pour pouvoir